Qui produit le meilleur whisky? L'Écosse, l'Irlande, les États-Unis, la France? L'Inde? Vous m'avez posé 1 milliard de questions sur les différents whiskies du monde, comme quoi je faisais du favoritisme à l'Écosse, que le whisky japonais c'était le meilleur du monde, etc., etc. Alors je réponds aujourd'hui à la demande populaire, on est parti pour un tour du monde des whiskies. Qu'est-ce qui se fait où? Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est digne d'un canard WC? Une désinfection totale, un pouvoir nettoyant supérieur. On va découvrir tout ça ensemble, mais avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier sincèrement pour tous les retours que j'ai reçus sur les dernières vidéos qui vous ont énormément plu. Il y a eu des commentaires à foison, un débat dans les commentaires vraiment hyper intéressant, des recommandations au top. Vraiment, il y a de quoi piocher des vraies pépites dans les commentaires. Si vous débutez dans le whisky, il y a mes vidéos bien sûr, mais regardez vraiment aussi la valeur qui se partage dans les commentaires. Alors un grand merci à tous ceux qui commentent, continuez de commenter et abonnez-vous. Commençons par le commencement, le whisky écossais. C'est assez globalement reconnu comme la capitale mondiale du whisky et les gens pensent assez rapidement à l'Écosse quand on leur parle de whisky. Comme on en a déjà pas mal parlé dans les dernières vidéos, je vais aller assez vite et on va juste faire un petit récap pour ceux du fond là qui suivent pas. Ceux du fond, debout s'il vous plaît. Donc le Scotch Whisky est un whisky extrêmement réglementé par les Scotch Whisky Regulations de 2009. Ces Scotch Whisky Regulations prévoient plein de règles, notamment que le whisky doit être produit et vieilli en Écosse, qu'il est distillé à partir de céréales, d'eau et de levure, avec toujours une certaine proportion d'orge maltais. C'est en général une double distillation dans des pot stills, ces fameux alambics en cuivre en forme de poire, mais parfois on retrouve une triple distillation. Pour les whiskies de grain, on va préférer les alambics à colonne. Le whisky écossais doit être vieilli dans des fûts de chêne d'une capacité inférieure ou égale à 700 litres, pendant au moins 3 ans en Écosse. Si ça sort du territoire, ce n'est plus du Scotch Whisky. A noter que le fût doit obligatoirement être en chêne et qu'il doit avoir en principe contenu un autre liquide, un autre produit naturel avant. Ça peut être du XRS, ça peut être du Porto, ça peut être du vin, ça peut être plein de choses. Il y a possibilité de faire vieillir le whisky dans des fûts un peu exotiques, comme de la tequila, comme des fûts de bière, etc. Mais leur traçabilité et leur origine doivent pouvoir être tracées assez minutieusement. Le whisky écossais ne doit contenir aucun additif sauf le E150A, le colorant caramel, et de l'eau pour la réduction jusqu'à 40 degrés minimum. Si tu veux plus de détails sur les familles du whisky écossais, ça tombe bien, j'en ai aussi fait une vidéo qui va t'expliquer un peu toutes les régions et toutes les spécificités des régions du whisky écossais. Passons maintenant à son concurrent, son rival de toujours, l'Irlande. En Irlande, on va aussi utiliser plusieurs céréales et la méthode de distillation va être un petit peu différente. On va en général appliquer une triple distillation contre une double en Écosse. Ça va nous donner un côté plus doux et peut-être plus accessible pour des personnes qui débuteraient dans le whisky. Et en soi, la triple distillation n'est pas obligatoire dans le whisky irlandais, mais c'est devenu, avec le temps, un peu leur marque de fabrique, leur côté un peu différenciant par rapport aux autres whiskies. Et je ne saurais parler de l'Irlande et des whiskies irlandaises sans parler des Single Pot Still Irish Whisky, ce qui est le cas de ce magnifique Redbreast 12 ans. C'est des whiskies qui sont faits à base d'orge maltais et d'orge non maltais dans une seule distillerie. Là par contre c'est une recette vraiment typiquement irlandaise qui va nous donner un côté crémeux et épicé. Et historiquement, le whisky écossais est extrêmement important. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, on y revient dans une prochaine. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire, l'abonnement, tout ça. Oui, ne t'en fais pas, on parlera de la grande histoire du whisky. Au niveau de légal, l'Irish Whisky est une indication géographique protégée seulement depuis 2014, où on nous dit grosso modo qu'il doit être distillé et vieilli en Irlande et que les additifs et les colorants ne sont pas autorisés, ce qui est une très bonne nouvelle. Pour quelques exemples, tu as le Redbreast que j'ai juste ici, ou alors du Teeling, ou chez Jameson également, mais va regarder un petit peu dans le haut de gamme et pas dans le fond du supermarché. Merci. Quittons un moment l'Europe et prenons l'avion ou le bateau pour arriver au Japon. Le whisky japonais est vraiment très intéressant parce qu'il est inspiré directement du whisky écossais, à la différence près qu'il y a une réelle recherche de la
perfection, de l'équilibre parfait. Vraiment, c'est une ambiance toute à la japonaise de cette recherche de perfection et du whisky ultime. Et quand je dis inspiré du whisky écossais, ça va quand même un tout petit peu plus loin que ça, dans le sens où un certain Masataka Taketsuru, j'ai réussi à le dire, je suis content. Ce Masataka Taketsuru s'est littéralement formé en Écosse au début du XXe siècle, notamment à la distillerie de Hazelburn dans le Campbelltown, qui est un peu le fief historique du whisky écossais. Et il a ramené tout son savoir au Japon, ainsi que sa femme, parce qu'il s'est marié à une Écossaise. Non, mais il n'a pas fait les choses à moitié, le zozo, hein. Et il est ainsi considéré comme le père fondateur du whisky japonais et a participé à la fondation de la distillerie de Suntory et a fondé la distillerie de Nikka. Donc c'est un mec qui a fondé 2 distilleries, c'est fort. Enfin, et puis même qui a inventé le whisky japonais. Chapeau. Alors bien sûr, tradition écossaise oblige, on aura très souvent de l'orge maltais, souvent importé d'Écosse directement, mais on pourra aussi retrouver du maïs dans certains blends japonais. Et notamment dans leur recherche de la perfection du whisky ultime, ils font un énorme travail sur les levures, à travailler avec des levures qui font une fermentation lente, à différentes températures, etc., pour vraiment cheminer dans cette quête de la perfection. Comme en Écosse, la distillation se fait très souvent au pot still, même si on peut retrouver d'autres alambics, et c'est distillé 2 fois. C'est évidemment vieilli pendant au moins 3 ans dans des fûts de chêne, bien souvent du bourbon, mais aussi quelques particularités comme des fûts de Mizunara, qui est en fait une variété de chêne japonais extrêmement poreux, qui va donner des goûts assez intéressant grâce à un échange beaucoup plus intense entre le liquide et le bois grâce à cette porosité. Dans le sens où on pourra y retrouver des goûts comme du bois de santal, de l'encens, de la coco ou des épices exotiques. Alors évidemment on pourra aussi retrouver d'autres fûts entre guillemets exotiques comme les fûts de saké parce qu'ils en distillent depuis bien longtemps et ils en sont les maîtres, ou alors on trouve aussi des fûts de vin rouge. Alors cette recherche de la perfection c'est louable, hein, c'est bien, mais il faut quand même dire qu'avant 2021, au Japon, le whisky c'était un peu la foire à la saucisse. N'importe qui pouvait importer du whisky de n'importe où, le vendre au Japon et dire que c'était du whisky japonais. Donc il y a un gars qui va exprès en Écosse début 1900 pour ramener la recette du whisky et c'est en 2021 qu'on se dit ah bah tiens, ce serait bien de réglementer ça en fait. Mais bon, heureusement ils ont fini par se réveiller et ont suivi comme des bons petits padawans leur maître Jedi qu'est l'Écosse. Fais-le ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Et donc, distillé, vieilli au Japon pendant 3 ans, pas d'additifs, ni d'arômes, ce qui ne ferait d'ailleurs aucun sens avec leur recherche de la perfection. Et, petit point intéressant, l'eau doit provenir du Japon. C'est une notion qui n'est pas forcément indiquée partout, dans toutes les réglementations des whiskies du monde. Et c'est assez intéressant quand on met ça en relation avec justement leur recherche de perfection. Ça nous donne un signe assez clair que l'eau est extrêmement importante dans la qualité du whisky. À titre d'exemple disponible chez nous en Europe ou en Amérique du Nord, eh bien on a par exemple le Nikka from the Barrel, qui est un très bon whisky japonais d'entrée de gamme en termes de prix. Je pense également à Obiki ou Yoichi, mais aussi à Shishibu, qui est une toute petite distillerie artisanale qui fait vraiment les choses très bien. Si vous avez l'occasion de découvrir un Shishibu, je vous le conseille. Alors continuons notre tour du monde et parlons un petit peu des Américains. America, fuck yeah, coming again to save the motherfucking day, yeah, America. Le whisky américain naît au XVIIIe siècle et il a été importé directement par les colons européens, notamment irlandais et écossais. Évidemment. What else? Et assez rapidement, des petites spécialités locales apparaissent en fonction des ingrédients disponibles sur place et des goûts de tout un chacun. Et puis aussi parce que c'est les États-Unis, que chacun fait comme il veut, et c'est le Far West. Et ainsi, au fil du temps, eh bien, le bourbon américain, originaire du Kentucky, devient le symbole de ce whisky américain. Alors bien sûr, il y a d'autres styles de whisky qui se disputent un peu l'étagère, hein. On pense également au rye whisky, au Tennessee whisky ou le corn whisky qui ont bien sûr chacun leur identité assez forte, on y viendra. Alors, est-ce qu'ils ont tenté de s'approprier le whisky ? Oui. Est-ce que le bourbon est vraiment du whisky ou est-ce que c'est un autre alcool ?
Je vous laisse débattre dans les commentaires. Je sais que je viens d'allumer un feu, que je vais avoir de la peine à éteindre. Ok, j'ai fait une boulette, mais je suis pas vraiment responsable. Quoi qu'il en soit, pour faire un rapide tour des différents types de whisky américains, on a le bourbon, qui est fait à 51% de maïs, le rye whisky, qui est fait à 51% de seigle, le corn whisky, qui est fait avec au minimum 80% de maïs, le wheat whisky, qui est fait avec minimum 51% de blé, et le Tennessee whisky, qui est un bourbon. Bourbon est originaire du Kentucky, je le rappelle, mais avec la particularité d'être filtré à travers du charbon d'érable avant sa mise en fût. Ce procédé s'appelle le Lincoln County Process. Ça rend le whisky plus doux et plus agréable, et c'est surtout une marque de fabrique légale du Tennessee Whiskey. Les normes américaines sur le whisky et l'alcool en général sont extrêmement strictes et précises. On va pas les passer en revue aujourd'hui, mais il y a des règles un petit peu différentes par rapport à l'Irlande et à l'Écosse, notamment que le vieillissement doit être fait dans des fûts de chêne américains neufs, brûlés. Et ça arrange énormément les Écossais, mais à nouveau, dans une autre vidéo, on verra ça. Mais vraiment, c'est hyper intéressant. En revanche, pas de durée minimale de vieillissement dans le fût, à part si on veut faire du straight whisky, qui lui doit être vieilli pendant au minimum 2 ans. Et enfin, je serais peut-être un peu malhonnête de terminer cette escale américaine sans parler de l'enfant caché de l'oncle Sam, le Single Malt American Whiskey. Oui, ça existe. Alors, ça existe depuis un petit moment, mais comme tout ce qui débute aux États-Unis, et d'ailleurs, tout ce qui débute en matière d'alcool en général, c'est pas du tout réglementé, chacun le fait à sa sauce et c'est un peu le bordel. Alors, avant d'avoir des problèmes, une bande de distillateurs s'est réunie sous un espèce de comité, la American Single Malt Whiskey Commission, qui a voulu poser des règles pour ce single malt américain qui en soi sont presque identiques à celles du Bourbon, avec notamment des fûts de chêne de 700 litres et distillés et vieillis aux États-Unis. Et d'après les dires même de cette commission, il était temps de réglementer un peu cette affaire avant que ça soit juste tout bonnement interdit. Et bien l'heure en a pris parce que le Bureau des taxes et du commerce du tabac et de l'alcool, la TTB pour son petit nom, a décidé de réglementer tout ça assez récemment en reprenant basiquement les recommandations et les guidelines de cette association. Allez, on reprend l'avion, on fait un truc pas très logique. États-Unis, Inde. Le whisky indien, clairement c'est l'outsider de la vidéo, et je vois déjà certains au fond là qui font une syncope à imaginer que je mets le whisky indien au même niveau que le whisky écossais. Oui, je le fais. Enfin presque. Le témoin numéro 27 est mort cette nuit d'une crise cardiaque. Le whisky indien est un des whiskies les plus dynamiques du marché mondial. En même temps, les oiseaux ils sont 1,5 milliard, donc ça tease. Cette demande intérieure extrême et également leur climat extrême fait que le whisky indien, il faut en parler dans un tour du monde du whisky. Ce climat tropical justement, bien chaud, bien humide, accélère énormément le vieillissement du whisky. La majeure partie des whiskies indiens atteignent leur maturité après 3 à 5 ans de vieillissement en fût. Alors ça peut paraître méga génial et ça permet d'en vendre une craquée, c'est vrai, mais au détriment d'une part des anges absolument exagérée. À cause de ce climat tropical, on parle même de Super Angel Share. Donc la part des anges, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la quantité de whisky qui s'évapore par les interstices du fût au fil du temps. C'est un processus naturel, inévitable. On appelle ça la part des anges pour dire que c'est un peu le cadeau qu'on donne aux anges pour avoir un breuvage divin. Et on parle justement de Super Angel Share parce que cette part des anges peut atteindre 12,5% d'évaporation naturelle par année. Donc rien que de faire vieillir un whisky pendant 3 ans en Inde, on va déjà perdre presque 40% de son volume. On va y retrouver du coup des goûts assez boisés, épicés, tropicaux, aussi du cacao, de l'encens, du thé noir, voire parfois un côté fumé. En Inde, on retrouve certains Indian Single Malt Whisky, donc des whiskies faits à 100% d'orge maltée, qui est d'ailleurs souvent cultivé au nord de l'Inde, mais on a aussi certains blends industriels qui vont mélanger le whisky avec de l'alcool neutre de mélasse. Ce truc-là n'est pas considéré comme du whisky en Europe, donc c'est juste de la consommation interne et c'est en général assez bas de gamme. Alors je te rassure, pas besoin d'aller en Inde pour goûter du whisky indien, et d'ailleurs, vu ce qui se fait là-bas, à l'interne,
je te recommande pas. On a frôlé la catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut retrouver du coup dans nos contrées? On a bien sûr le Amrut qui est fait dans la région de Bangalore. C'est un peu le porte-étendard du whisky indien le plus exporté, on va dire. On a aussi Paul John dans la région de Goa, généralement non filtré à froid avec un style plus rond et un peu plus exotique. Et on a aussi le Rampur qui est fait dans la région de l'Uttar Pradesh. C'est une distillerie assez récente et on va se rapprocher plus du Bourbon et du Sherry. Bon, pour ce tour du monde, il faut bien qu'on atterrisse quelque part. Et cocorico, voilà, aux armes citoyens, tout ça, tout ça. Français, moi, monsieur. Alors je pense que je vais me faire clouer au pilori et pendre haut et court si je ne parle pas du whisky français. Alors bien sûr, j'écoute la Vox Populi et voici le whisky français. C'est un segment très créatif et, il faut le reconnaître, prometteur du whisky international. Moins codifié que le scotch ou le bourbon, c'est un peu l'enfant terrible des whiskies, c'est un peu celui qui est curieux, qui innove, qui teste, pas toujours avec succès, mais qui a le mérite d'explorer. Donc le whisky français, c'est un peu cette patte de liberté stylistique couplée à un savoir-faire hérité du vin et du cognac. C'est donc un avantage pour la distillation du whisky. Et je dois aussi reconnaître qu'ils s'y connaissent un petit peu en vin, ils en font quand même quelques-uns qui sont buvables, et donc, ils ont raison d'en profiter. Dans ces whiskies, on va souvent utiliser le fût de chêne français, qui est différent du chêne américain. Le chêne français est plus tannique que le chêne américain. On va utiliser à foison des fûts de vin, de Sauternes, de Bordeaux, de Montbazillac, de vin jaune, etc. On a eu une hype pendant un certain temps sur les fûts de Sauternes, elle commence un peu à se calmer, mais là, on repart sur une autre hype de fûts de Bordeaux et autres vins rouges français assez particuliers. On pourra aussi retrouver un vieillissement dans des fûts de rhum. Alors pour ça, merci les Caraïbes, pas merci pour le reste, parce que c'est quand même là-bas, et c'est eux, dans un sens, qui ont inventé le rhum. Et on va aussi retrouver le cognac, la bière, ils vont vraiment utiliser tous les fûts et tout le savoir-faire de ce qu'ils font déjà et de ce qu'ils ont fait par le passé. Du coup, c'est un petit peu compliqué de définir un style de whisky français. C'est extrêmement varié, c'est extrêmement éclaté et c'est pas aussi clivé que les régions du whisky écossais. On peut quand même ressortir quelques généralités. Par exemple, en Bretagne, on aura un côté maritime et iodé. En Alsace, on aura des fruits, de la céréale, un côté assez bio. En Charente, on aura l'influence du cognac. Pour le Jura, la Savoie, on aura l'influence du vin jaune. Et puis la Corse et la Provence, ça respire le soleil avec des fûts originaux. Voilà. Un accent du sud est complètement catastrophique. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. C'est comme si vous essayiez d'imiter un accent suisse. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Au niveau de la réglementation, c'est relativement très semblable à ce qui se fait en Écosse, en Irlande et un peu aux États-Unis, donc je vais pas m'éterniser. Et ça nous permet quand même de mettre en lumière pourquoi ces blends indiens mélangés à de la mélasse ne sont pas considérés en Europe comme du whisky, tout simplement parce que ça ne respecte pas ce corps élémentaire de règles, ce point où tout le monde est d'accord, où on se dit, ok, le whisky, c'est de l'eau, des céréales et des levures, avec certaines règles sur les céréales, et point barre. Et en fait, toutes ces règles qu'on va finir par comparer les unes aux autres et se rendre compte qu'elles sont assez semblables, nous permettent de dire que ce whisky avec de la mélasse en Inde, c'est tout simplement pas la même boisson. Alors rapidement, quelques recommandations de whisky français. On a bien sûr Armoric de la distillerie de Warenghem, située en Bretagne. Michel Couvreur en Bourgogne. Je pense aussi à Roselier en Lorraine. 100% circuit court, orge cultivée sur place. On est sur un produit vraiment très très local. Et aussi, bien sûr, le domaine des Hautes Glaces. Là, on part un peu plus dans les Alpes. Un whisky plus alpin, plus minéral. Ça s'adresse clairement à des amateurs assez pointus. Alors bon, atterrissons de notre tour du monde du whisky. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça finalement? J'essaie de te rassembler tout ce qu'on a pu dire sur un petit tableau comparatif des différents whiskies, où l'on voit sur la colonne tout à gauche les différents pays qu'on vient de voir ensemble en vidéo. On remarque premièrement au niveau des céréales que l'orge est quand même l'ingrédient, la céréale principale pour quasiment tous les pays. Il y a les États-Unis qui font beaucoup de whisky avec d'autres céréales, mais majoritairement on a de l'orge. Au niveau du climat aussi, on voit
les différences climatiques qui influent finalement sur le vieillissement, la durée de vieillissement, avec notamment la Super Angel Share de l'Inde qui nous donne des whiskies matures au bout de 3 à 5 ans seulement. Et surtout, on remarque au niveau des particularités que chaque pays a un peu sa méthode de fabrication, avec l'Écosse avec ses alambics traditionnels, l'Irlande sa triple distillation, les États-Unis avec plus de fûts neufs, le Japon avec des fûts particuliers comme le Mizunara, ou la France avec l'héritage du vin, du cognac, du rhum, de la bière, etc. Et si finalement on devait se faire une boussole pour naviguer sur cette carte du monde des whiskies, si tu recherches de la douceur, va en Irlande. Si tu recherches de la curiosité, de l'originalité, regarde plutôt vers l'Inde ou la France. Si tu recherches de la complexité, un truc assez brut, agricole, traditionnel, évidemment l'Écosse. Si tu veux de l'élégance, de la recherche de perfection, l'équilibre parfait, ce côté presque umami du whisky, le Japon. Et enfin, en fait, le meilleur conseil, la meilleure boussole que je puisse te donner, c'est simplement découvre, teste, observe, et on ne peut pas aimer ou ne pas aimer un whisky si tu ne l'as pas testé, en fait. C'est comme vouloir parler plusieurs langues en utilisant le même alphabet. Chaque whisky a un peu ses particularités propres, ça plaît pas, mais il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a pas de mauvais whisky, il y a juste des mauvais palais. Alors bien sûr, je n'ai pas parlé de plein de whisky, de plein de régions, il y a aussi l'Océanie avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui font des choses extrêmement intéressantes. Je n'ai même pas non plus parlé de la Suisse, mon pays. Vous ne pouvez pas dire que je suis pas objectif sur ce coup-là, mais en Suisse on fait aussi du whisky, l'Italie en fait également. Voilà, l'Europe c'est bien plus large que l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande ou la France. L'industrie du whisky est en plein essor, c'est extrêmement intéressant, et donc vraiment je te recommande encore une fois de rester curieux et puis d'explorer. Alors dis-moi dans les commentaires quelle est ta région du whisky préférée, ça m'intéresse, et puis si tu veux aller plus loin et rejoindre une belle communauté d'amateurs de whisky, premièrement, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. Et deuxièmement, tu peux rejoindre la Guilde du Chardon, une communauté WhatsApp, la communauté WhatsApp francophone d'amateurs de whisky, où on parle de whisky, on échange nos bons plans, nos expériences. Il y a des échanges vraiment extrêmement intéressant. Un grand merci d'ailleurs à toutes les personnes qui sont déjà présentes pour votre participation et votre bienveillance dans le groupe. C'est vraiment très très chouette comme ambiance. Et si tu veux du coup partager, faire vivre cette passion du whisky, je te recommande de rejoindre la Guilde du Chardon. C'est le premier lien dans la description ou le code QR qui s'affiche juste ici à l'écran. C'est également un canal privilégié où je te partage les coulisses de la chaîne, où je te donne ta voix pour choisir les prochains sujets de vidéo. Donc tu peux influencer sur le contenu même de la chaîne, et bien sûr c'est une communauté que je chéris autant que possible et à qui je vais proposer les meilleures offres, les meilleures possibilités de vivre des choses autour du whisky, que ce soit des événements, des dégustations, des bons plans pour en acheter, etc. Alors un tout grand merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as appris plein de choses, que ce tour du monde assez générique, assez global, bien sûr on plongera en profondeur dans d'autres vidéos spécifiquement sur telle ou telle région, j'espère au moins que ça te donne un aperçu mondial, global, et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.